caillou, c'est de l'uranium. C'est un produit qui, vous le savez, aujourd'hui est au centre du débat. Notre grande chance, c'est l'énergie électrique d'origine nucléaire. La majorité du peuple français a choisi l'indépendance nucléaire parce que c'était un choix de courage. Je ne suis pas favorable à la politique du tout nucléaire. Le pétrole a fait beaucoup plus de nuisances avec les marées noires que n'en ont jamais fait les centrales nucléaires. On ne peut sortir du nucléaire que si la société est prête à sortir du nucléaire. Moi j'en ai marre qu'on considère que seul le nucléaire permet d'assurer l'indépendance énergétique de la France. La sortie du nucléaire est à mes yeux irresponsable parce qu'il n'y a pas d'alternative au nucléaire pour éviter les dégâts du passage du pic pétrolier. Sortir du nucléaire, c'est sortir de la dépendance de l'atome, comme il faut sortir au XXIe siècle de la dépendance du pétrole. L'avenir du nucléaire en France mérite une grande explication. En sortir totalement ou partiellement engagera l'avenir énergétique de notre pays pour plusieurs décennies. Les citoyens méritent donc d'avoir en main tous les éléments du dossier, sans a priori, sans arrière-pensée, sans polémique, avec le recul nécessaire pour juger. Nucléaire civil et nucléaire militaire ont toujours été étroitement liés. À l'origine, la volonté des États, c'était principalement de se doter de la bombe atomique. La base de tout ce nucléaire reposait sur le secret et malheureusement le civil est né du militaire. Donc il a gardé pendant longtemps cette tâche et n'avait pas l'intention de s'ouvrir très rapidement. Ça brille quoi là-bas? Pour l'électricité. Bon, j'ai un cousin qui travaille là-bas. Il a peur? Non. Né dans l'opacité du secret défense, l'énergie nucléaire dans les années 60 n'attire pas encore la méfiance de la population. Les premiers écologistes la considèrent même comme une source d'énergie propre et bon marché. Les Français qui ont toujours été préoccupés, pour des raisons historiques, par l'indépendance énergétique, ont choisi cette source d'énergie parce qu'il faut reconnaître aussi qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, la France était en pointe dans la recherche nucléaire. Et par conséquent, lorsque le choc pétrolier est apparu, la seule solution nationale réaliste, c'était de faire appel au nucléaire à grande échelle. Le programme a été lancé. Ce programme a coûté cher à EDF puisqu'il a fallu qu'ils empruntent 250 milliards de francs de l'époque, bien sûr. Et ce montant n'a permis de construire que 58 réacteurs. Et ces 58 réacteurs, c'est ceux que nous avons maintenant et que nous devons gérer. À l'heure actuelle, n'oublions pas que le nucléaire, c'est 75% de la production d'électricité en France, donc c'est relativement important. Toutes les centrales ont été construites les unes après les autres pour une durée de vie initiale de 40 ans. La plus ancienne, Fessenheim, en Alsace, atteindra bientôt cette limite d'âge. La décision de l'arrêter en 2016 a été prise. Mais au-delà du symbole, Fessenheim focalise la grande question qui va se poser bientôt pour les autres centrales françaises. Faut-il ou non prolonger l'activité des réacteurs en fin de vie ? Il y a plein de gens qui nous ont dit Fessenheim, c'est le réacteur le plus sûr du monde, parce que vous comprenez, on l'a regardé tellement souvent que manifestement, on fait un check-up tous les 5 ans, c'est formidable. Et moi, j'ai tendance à répondre, moi je suis un vieux monsieur de 70 ans, on me fait des check-up tous les 5 ans, mais je suis quand même moins en forme que quand j'avais 20 ans. Alors c'est un peu comme une vieille bagnole. On a tout changé, on a refait les peintures, on a changé les tuyaux,
sur une vieille bagnole, on change les pare-chocs et puis les sièges, mais on a gardé et le moteur, c'est-à-dire la cuve du réacteur, et le châssis, c'est-à-dire le radier. Fessenheim est donc particulièrement surveillé par l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire. Considéré comme le gendarme du secteur, cet organisme indépendant impose les mesures qu'il juge utiles pour assurer la sécurité des installations. Après la catastrophe de Fukushima, l'ASN a publié un rapport pointant les travaux qu'EDF doit impérativement réaliser pour que Fessenheim poursuive son activité. Nous avons jugé en conscience que nous pouvions autoriser Fessenheim à continuer à fonctionner pendant 10 ans. Mais nous imposons un certain nombre de choses à Fessenheim, et en particulier, nous imposons un épaississement du radier. Alors, le radier, c'est la couche de béton sur laquelle la centrale est fondée. Donc, nous imposons un épaississement de cette couche de radier de 1,50 m jusqu'à 3 m, et ceci doit être fait avant l'été 2013. Décision de notre part. Sauf que, en ce qui concerne l'épaisseur, on est ric-et-rac au ras de la nappe phréatique. Donc on ne peut pas injecter du béton par en dessous, donc il faut essayer de l'injecter par au-dessus. On peut faire ce qu'on appelle un cendrier, c'est-à-dire un récupérateur en cas d'accident grave du combustible qui a fondu. Mais dans les centrales anciennes, ça va être compliqué à le faire. Je vois pas comment on va le faire. Épaissir ce fameux radier est d'autant plus nécessaire qu'à Fukushima, il avait une épaisseur de 7 mètres. Et plus d'1 an après l'accident, nous ne savons toujours pas si le combustible fondu à 2500 degrés n'a pas traversé le béton. Ces travaux, extrêmement coûteux, seront-ils effectués avant la date prévue pour la fermeture de la centrale? Il y a un autre gros problème ici à cette centrale. Il ne faut pas oublier qu'à Fukushima, la centrale était construite au-dessus du niveau de la mer. À Fessenheim, la centrale est construite en dessous du niveau du canal. On se demande même comment, à l'époque, les architectes ont pu imaginer de la construire d'une telle manière. Fessenheim accumule les spécificités. Elle est non seulement située en contrebas d'une digue, mais aussi sur une faille sismique et au-dessus d'une nappe phréatique qui va de Bâle à Rotterdam. Fessenheim est conçu pour résister à un séisme 5 fois plus important en énergie que le séisme le pire qui soit arrivé dans la région. C'est le séisme de Bâle en 1356, de 6,2 sur l'échelle de Richter. Et on s'aperçoit qu'il faut faire quelques compléments sur quelques bâtiments, pas grand-chose, que l'on va faire suite à l'évaluation complémentaire de sûreté. Donc vous voyez, on est vraiment en train de repousser la probabilité, le risque qu'un séisme ait des conséquences sur Fessenheim. C'est une vraie question à laquelle le rapport post-Fukushima ne répond qu'en partie, en disant voilà les améliorations qu'il faut faire par rapport au risque sismique et à l'inondation. Mais par exemple, les agressions extérieures, on n'en parle pas. La résistance au choc frontal d'un avion gros porteur type 11 septembre, on n'en parle pas. Et donc, il reste beaucoup d'interrogations. Vous voyez derrière moi 2 piscines. Dans ces fameuses piscines, il y a le combustible irradié que l'on met à séjourner avant de l'évacuer en tant que déchet. Vous voyez le bateau qui est là-bas. Si sur ce bateau, il y avait une personne mal intentionnée, elle pourrait envoyer le moindre roquette vers l'un de ces bâtiments piscines qui n'est pas protégé. Or, l'autorité de sûreté nucléaire ne prend pas en considération le risque terroriste. Elle considère que ça fait partie de la défense nationale. Mais dans le village de Fessenheim, c'est la décision de fermer la centrale qui préoccupe le plus les 2300 habitants, car ils sont les premiers bénéficiaires de la présence de cette installation dans leur commune. Les emplois ne seront certainement pas conservés comme certains le prétendent. Et puis surtout le bassin de vie aussi, donc on a regardé, ça représente quand même 200 petites et moyennes entreprises qui travaillent pour un donneur d'ordre comme EDF. Donc tout ce bassin de vie serait amené à être peut-être une région morte. Ces gens y vivent, ils sont entre le marteau et l'enclume. Ils préfèrent vivre avec le danger plutôt que de chercher à le combattre. Mais
ça c'est la population très locale ici à Fessenheim. Mais dès qu'on fait quelques kilomètres, qu'on s'éloigne, il y a une prise de conscience énorme de ce risque nucléaire. Les populations ailleurs demandent à être protégées et ne veulent pas vivre pour le confort de la municipalité de Fessenheim dans un risque permanent. Parce que la municipalité de Fessenheim, il ne faut quand même pas oublier quelque chose, ils ont le budget d'une ville de 8000 habitants. Alors bien sûr, ils vivent le grand luxe. Et vivant le grand luxe, ils ne veulent pas en sortir. Fessenheim va encore fonctionner encore pour quelques années. Il y a à peu près 700 personnes. Une grande partie sera partie à la retraite quand elle s'arrêtera. Il faudra encore maintenir des gens sur site pendant un certain nombre de temps. Il y aura d'autres sources d'énergie à développer qui offriront des opportunités. Il y a d'autres besoins dans d'autres centrales. Donc il y a des réponses qu'on peut apporter si on prépare les choses. Les autres centrales françaises n'ont pas autant de problèmes que celle de Fessenheim. Mais dans les 10 ans à venir, la question du prolongement de 21 réacteurs va se poser, avec, d'ici là, les risques qu'implique le vieillissement du matériel. C'est ainsi que des micro-fissures sur les cuves de 10 réacteurs ont été signalées dans un rapport de l'ASN. Nous avons le pouvoir de fermer des installations, c'est tout à fait clair. S'il s'agissait un jour de dire il y a un défaut générique sur un nombre considérable de réacteurs d'EDF, au point de mettre totalement en danger l'alimentation électrique de la France, est tout à fait évident que c'est un problème qui appellerait une décision de nature politique. Et là, évidemment, je souhaite bien du courage à cette autorité de sûreté nucléaire qui aurait le courage de dire « nous devons arrêter l'ensemble des réacteurs immédiatement ». Et là, évidemment, je pense qu'il y aurait des pressions politiques extrêmement fortes. Quoi qu'il en soit, après la fermeture de Fessenheim, les prises de décision sur l'avenir des 56 réacteurs restants ne pourront se faire qu'au grand jour. Et depuis Fukushima, la sûreté de nos centrales nucléaires est devenue un sujet de préoccupation. J'ai toujours pensé qu'on ne pouvait faire du nucléaire qu'à 3 conditions. La sûreté, plus haut niveau de sûreté, la sécurité, plus haut niveau de sécurité, et la transparence. Quand on a eu des accidents comme Tchernobyl, Fukushima ou Three Mile Island, le mot sûr est complètement erroné. En France, les installations sont autorisées pour une durée qui n'est pas fixée. Les autorisations sont données et valent tant que l'installation est jugée suffisamment sûre. Civaux est la centrale la plus récente qui a été mise en service il y a un peu plus de 10 ans. Donc là, nous vivons aujourd'hui la première visite décennale où tous les matériels vont être démontés et contrôlés. Plus de 800 inspections par an, et puis un examen périodique de sûreté, où nous regardons les choses encore plus à fond, et où nous prenons parti. Nous pouvons avoir des programmes de maintenance qui visent à tenir 60 ans. C'est tous les 10 ans, nous avons un réexamen global de sûreté, c'est-à-dire c'est un dossier de sûreté que nous vous présentons à l'autorité de sûreté nucléaire, et c'est sur la base de ce dossier et des éléments qui sont apportés que l'autorité de sûreté va nous autoriser à fonctionner 10 ans supplémentaires. Notre doctrine est extrêmement claire. S'il y a du nucléaire, il doit être sûr. Si les précautions sont telles, c'est que la technologie nucléaire est extrêmement sensible. Les sources d'accidents sont multiples et imprévisibles. On utilise une matière première en apparence inoffensive, le minerai d'uranium. Mais une fois traité par l'homme et introduit dans un réacteur, il devient hautement dangereux. Un réacteur nucléaire, c'est un espèce de très gros chauffe-eau qui produit beaucoup de vapeur. La vapeur entraîne une turbine, la turbine entraîne un alternateur, ça fait de l'électricité. Et le combustible nucléaire, c'est comme la résistance du chauffe-eau. Donc ça sert à chauffer. Mais au lieu de chauffer avec du courant électrique, ça chauffe en utilisant des combustibles où il y a des fissions, c'est-à-dire où des neutrons cassent des gros noyaux pour en faire 2 petits en libérant beaucoup de chaleur. Et c'est cette chaleur qu'on utilise. Et donc vous produisez de l'eau chaude à 330 degrés, ce qui est d'ailleurs pas très élevé. Et à partir de ça, vous faites de la vapeur et de l'électricité. Mais
il faut absolument que ce réacteur, même que quand il est arrêté, soit refroidi. C'est-à-dire que l'eau qui passe pour recueillir la chaleur, elle a un double rôle, recueillir la chaleur, mais refroidir les combustibles. Le pilotage des installations est assuré par des équipes de quart qui tournent en 3-8. Donc bien sûr, il faut toujours du monde en permanence dans ces salles de commande. En fonctionnement normal, 2 opérateurs. Un qui gère plus particulièrement la partie primaire des installations, donc tout ce qui est réacteur et tous les circuits annexes, et un deuxième qui gère toute la partie secondaire, tout le groupe turbo-alternateur. On peut être amené à moduler la puissance des installations à la demande du réseau. Ensuite, ils peuvent être amenés à gérer tout ce qui est alarme, envoyer des agents sur le terrain, etc. Ce matin, le système de refroidissement a lâché dans une centrale nucléaire de Pennsylvanie. Les radiations ont traversé plus d'1 mètre de béton et des vapeurs radioactives se sont répandues dans l'air. Ce qui s'est passé le 28 mars 1979 dans cette centrale de Pennsylvanie aux États-Unis est le premier accident nucléaire majeur de l'histoire. Les opérateurs ont été trompés par une instrumentation qui était ambiguë et ils ont arrêté de refroidir le réacteur alors que les systèmes automatiques avaient bien démarré. Le problème est que refroidir le combustible du réacteur est beaucoup plus difficile qu'on ne l'avait pensé, et jusqu'à ce qu'il soit refroidi, c'est très dangereux. Un accident nucléaire dans une centrale nucléaire, s'il devient grave, c'est parce qu'on a manqué d'eau et d'électricité. C'est aussi simple que ça. Donc ce qu'il faut être en mesure de faire face, c'est un manque d'eau et d'électricité. Sommes-nous passés assez près d'une fusion du cœur? Non, nous n'y étions pas. Cela aurait-il pu arriver? Je ne le pense pas. Notre enquête montre que non. Je pense que c'est une situation très dangereuse et je tiens absolument à ce qu'on découvre la finalité de tout ça. Donc le réacteur qui était presque neuf a été détruit, mais il n'y a pas eu d'impact sur l'environnement, il n'y a pas eu d'effet sur la santé des gens aux environs. Pour rassurer la population, le président Carter vient visiter la centrale quelques jours après la catastrophe. Pourtant, l'impact de 3 Mile Island s'est fait sentir dans le monde entier. Finalement, ça a été un accident, si j'ose dire, intéressant parce qu'il a montré que le nucléaire était suffisamment sûr, pouvait être suffisamment sûr pour qu'il y ait eu un accident très grave, mais qui n'ait eu aucune conséquence à l'extérieur de la centrale, parce que l'enceinte de confinement a tenu et parce que finalement les opérateurs ont repris la maîtrise du processus. C'est vrai que même un accident comme 3 Mile Island, comme c'était exactement les mêmes réacteurs qu'en France, a quand même ébranlé les gens, mais sont remis à la routine du « chez nous, ça se passera pas », quoi. En gros, c'est ça. Je pense qu'il y a eu 2 conséquences de 3 Mile Island en France. Premièrement, en France comme ailleurs dans le monde, la découverte du fait qu'une installation nucléaire pouvait donner lieu à un accident majeur. Et je pense que ça a été un choc pour les responsables de l'époque. Ça remet en cause l'ensemble de toutes les conceptions d'ergonomie, toutes les conceptions des salles de commande. Par définition, vous ne pouvez pas prévoir l'imprévisible au moment de la conception. Comment vous pouvez prévoir l'imprévisible au moment de la conception? C'est quasiment impossible. Le superviseur, le chef d'exploitation, l'IS, la Présidos. Joël, tu es en commande niveau 1? En commande niveau 1. Ok, c'est correct. Pour faire face aux accidents, il y a des procédures qui nous encadrent de manière très stricte. Par moment, il faut néanmoins faire des choix. Et un opérateur ne peut pas faire un choix tout seul. Il propose un choix, il propose une analyse. L'analyse va être confrontée à l'analyse du chef d'exploitation délégué ou du chef d'exploitation. Et ensuite, une décision va être prise. Mais il ne peut pas y avoir de décision prise seule par l'opérateur, en fait. Ok, j'ai bien compris, la pression enceinte monte. Je confirme l'arrêt d'urgence. Imaginez qu'on entende à la radio qu'il y a eu une fuite radioactive à Nogent-sur-Seine, et que la Seine est un peu polluée et qu'il y a un nuage radioactif. Il n'y a pas eu Tchernobyl, il n'y a pas eu Fukushima, mais il y a un nuage radioactif qui se dirige doucement sur Paris. Qu'est-ce qu'on fait? On décide l'évacuation de la région parisienne. Et là, ça pose problème en France parce que on n'a pas accordé une importance majeure à ce critère puisque justement l'accident n'était pas possible, d'une certaine façon. La clé de la gestion d'un début d'incident nucléaire, c'est d'anticiper. Anticiper pourquoi? Parce que c'est très important de comprendre
le moment où le préfet devrait, le cas échéant, prendre des mesures de protection pour la population. Alors ça, c'est tout notre rôle d'expert technique au profit de la gestion de crise qui relève du gouvernement, bien sûr. Et l'IRSN, de mon point de vue, a un rôle extrêmement important pour surveiller ce qui se passe, donner les bonnes informations au bon moment à un très grand nombre d'acteurs, et nous nous organisons pour cela le mieux possible. On fait en sorte que l'accident grave n'arrive pas ou a très peu de chances d'arriver, parce que ses conséquences seraient des rejets, notamment de particules qui contamineraient pour le long terme des territoires autour de la centrale. Ça, c'est pour nous l'accident inacceptable et qu'il faut garantir qu'il n'arrive pas. Ça a conduit à mettre en place une force d'action rapide nucléaire pour remettre de l'eau et de l'électricité sur nos centrales, en reprendre la maîtrise, et ça dans les premières 24 heures, afin d'éviter qu'un accident grave n'arrive pas ou a très peu de chances d'arriver. Ces mesures sont-elles à la hauteur de l'enjeu? En cas d'accident majeur et de fuite radioactive, quel serait l'impact sur la santé des travailleurs du secteur et des populations environnantes? Dites-moi la dose reçue, je vous dirai les effets. Pour les cancers, je vous dirai le risque. Voilà quelle est la question sur le risque du nucléaire. Quelle est la dose que j'ai reçue? En dessous d'une certaine dose, il n'y a pas d'études scientifiques qui permettraient de dire il y a un lien de cause à effet entre l'absorption ou l'exposition à une dose de radioactivité et le développement d'un cancer, d'une maladie, d'une mutation génétique. Il est d'autant plus difficile de mesurer un seuil nocif que nous vivons dans la radioactivité naturelle depuis la nuit des temps. En Auvergne, en Bretagne, en Corse, certaines régions granitiques dégagent une radioactivité ambiante supérieure à la moyenne, sans conséquence pour la santé. Cette radioactivité-là, nous ne pouvons l'éviter. On ne sait pas ce que serait la vie en l'absence d'irradiation. Et on ne sait pas aujourd'hui soustraire un organisme humain à toute exposition d'origine naturelle. Que deviendrait-il cet organisme? On ne le sait pas, mais il n'est pas impossible d'imaginer que cela ne se passerait pas obligatoirement très bien. Nous sommes en équilibre avec cette radioactivité naturelle, même si elle n'est pas bonne pour notre santé complètement, hein. Mais nous sommes en équilibre. Si on fait la pichenette, d'en rajouter même un petit peu, eh bien qu'est-ce que ça a comme effet sur la santé? Et là, c'est très compliqué, parce que nous ne sommes pas égaux devant cette pichenette. Au-delà de cette pichenette, la radioactivité peut être nocive. 2 millisieverts, c'est la dose moyenne que reçoit un individu en une année. Au-dessus de 100, les risques de cancer augmentent. Enfin, à forte dose, 1000 millisieverts et au-delà, l'issue est fatale. Un nom symbolise les effets mortels de la radioactivité sur l'homme. Tchernobyl, la plus grande catastrophe nucléaire de l'histoire. L'accident de Tchernobyl était la combinaison d'erreurs, même de violations de consignes des opérateurs sur un réacteur qui n'était pas pardonnant. Et donc à ce moment-là, on a eu une augmentation très forte de la puissance du réacteur qui a volatilisé d'un seul coup toute l'eau. Donc il y a eu une explosion de vapeur qui a soufflé carrément tout ce qu'il y avait au-dessus du cœur. Le cœur s'est trouvé en plein air, surchauffé, il a pris feu. Et donc, pendant une dizaine de jours, vous avez un incendie d'un réacteur qui était à ciel ouvert. Et donc, qui a envoyé des produits radioactifs dans la stratosphère. Et ça a recouvert pratiquement toute l'Europe. Aujourd'hui, c'est Tchernobyl qui sert de maître étalon pour mesurer à court, moyen et long terme les répercussions d'un accident majeur sur la santé des populations. Car pour Fukushima, nous n'avons pas le recul nécessaire. Vous avez tout d'abord des effets qui sont précoces, qui vont survenir dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, et ceux-là, ce sont les plus graves. Ils ne se produisent que pour des doses très importantes, et ils peuvent aller jusqu'à la mort. Анализы не были нормальные все время, а потом вспухли у нее железы как-то буквально моментально так. Вот я обратилась там к врачам, они на консультацию нас сюда отправили в Ахмадет. Et puis vous avez des effets qui sont plus tardifs et qui apparaissent apparemment au hasard.
c'est-à-dire une personne va être touchée, une autre pas pour la même dose et on ne sait pas trop pourquoi. En France, les informations les plus contradictoires circulent à propos du nuage de Tchernobyl. La polémique dure depuis plus de 20 ans. On a bien dit à l'époque que le nuage avait survolé la France, mais qu'il n'avait provoqué aucun dépôt radioactif dangereux. On a même ensuite raconté qu'il s'était arrêté à la frontière franco-allemande, un bobard qui restera dans l'histoire. C'est ainsi que les choses étaient présentées en 1986. Tous les Français qui nous écoutent se demandent si ça va venir chez nous et si ce nuage sera très toxique. Alors si ça va venir chez nous, ça je crois qu'il faudrait demander aux spécialistes de la météo, mais par contre la toxicité, là on peut être catégorique, ça ne présente absolument aucun danger, ça n'en a présenté aucun en Scandinavie, et plus le temps passe, plus ça se disperse, et ça devient totalement insignifiant. Une seule région de France a semble-t-il été touchée par le nuage. La Corse, où des taux de radioactivité élevés ont été enregistrés dans les mois suivant la catastrophe. Au niveau de la santé, j'ai suffisamment d'éléments, j'ai suffisamment de témoignages pour affirmer que Tchernobyl a eu un impact sur la santé en Corse. Officiellement pourtant, à l'époque, le passage du nuage sur la Corse n'a eu aucun impact sur la population. En 86, le panache radioactif qui est passé sur la Corse était très concentré. Ici, la consommation de produits à base de lait de chèvre et de brebis est très importante. Les produits laitiers étaient contaminés très au-delà des normes. Les limites réglementaires, les recommandations n'ont pas été respectées. On n'a eu aucune contre-mesure. On s'est inquiété quand on a su que les Italiens proches d'ici, l'île d'Elbe et la Toscane, eux, avaient pris des contre-mesures. On a ce problème des cancers de la thyroïde de l'enfant et de l'adolescent qui est manifeste en région PACA-Corse. On a un excès de pathologies malignes survenues chez des jeunes qui sont nés au deuxième semestre 86, dont les mères ont été irradiées pendant leur grossesse en mai 86. Les cancers de la thyroïde en excès après Tchernobyl, c'est à 98% des personnes qui avaient moins de 10 ans lors de l'accident ou qui étaient in utero, c'est-à-dire dans le ventre de leur mère au moment de l'accident. Il n'y a aucune raison scientifique en France de dire aujourd'hui qu'il y a un excès de cancer dû au passage des retombées tchernobylesques, comme je les appelle, qui ont été largement mesurées, estimées, et dont on ne peut pas imaginer qu'elles entraînent des conséquences sanitaires. Elles sont dans les variations de la radioactivité naturelle. Mais c'est dans l'esprit des gens, il y a eu des excès de cancer, c'est dû à Tchernobyl, et quoi que vous leur disiez, ils ont du mal à accepter la connaissance des communautés médicales. On ne veut pas tirer les enseignements de Tchernobyl. C'est ça, il y a une entrave. Par exemple, je prendrai le cas de ce registre des cancers de la région PACA-Corse, où on a trouvé un pic de cancer de la thyroïde dans les années 92-94, ça fait un tollé. Ces chiffres ont été rectifiés par la Direction Générale de la Santé et le registre a arrêté de fonctionner en 96. Pourquoi un registre ouvert en 1984 s'est arrêté en 96 après que l'on ait trouvé une anomalie? Donc il y a manifestement eu une pression du pouvoir politique pour arrêter ce registre qui détenait des informations capitales. Les populations autour des centrales nucléaires s'interrogent en permanence. On voit des enquêtes, des inquiétudes dans la population à propos des risques de leucémie, par exemple. On avait vu ça autour de l'usine de La Hague il y a une vingtaine d'années. Ces risques sanitaires ne sont pas démontrés quand on regarde de très près. Pourtant, ces inquiétudes existent parce qu'il y a le soupçon qu'il n'y a pas d'effet, il n'y a pas d'exposition sans effet. Ce que nous refusons, c'est d'entendre de la part de l'industrie nucléaire un discours qui viendrait à dire « non, il n'y a pas d'effet, on en est sûr ». Ça, c'est faux. Mais on réfute autant le discours inverse qui viserait à dire « oui, telle dose de radioactivité entraîne telle maladie », parce que là encore, on ne peut pas se positionner. Donc ce que nous demandons, ce que nous appelons de nos vœux, c'est le principe de précaution. Il n'empêche, la prévention des cancers de la thyroïde est l'un des enseignements majeurs de Tchernobyl. Nous savons que si de l'iode 131 se répand dans l'atmosphère, il faut agir dans les 20 heures. On va donner de l'iode stable. Ce iode va saturer la thyroïde, si bien que quelques heures après, si nous
ingérons, respirons de l'iode radioactif, il arrive sur une thyroïde qui est saturée, comme une éponge qui est bien imbibée d'eau. Vous versez de l'eau colorée dessus, vous ne la colorerez pas, elle est imbibée d'eau claire. Et donc, c'est la démarche à faire. Dans chaque famille, les gens possèdent les pastilles d'iode et puis également un petit feuillet avec les explications, donc avec s'ils entendent la sirène, ce qu'il faut faire au cas où il y a un accident grave, rester à l'abri, ne pas aller récupérer les enfants, et également écouter la radio, écouter les consignes sur la radio, et puis donc tout est prévu sur un feuillet. Mais les premiers exposés au rayonnement sont, bien sûr, les salariés des installations nucléaires. Non contaminé. Merci. Depuis 1959, date à laquelle a commencé à fonctionner la première centrale nucléaire en France, il n'y a pas eu un accident, un décès dû à l'activité des centrales nucléaires en France. Pas un. Et il y a eu, hélas, pendant cette même période, 1200 morts dans nos mines. Il n'y a pas de source d'énergie sans aucun danger, il n'y en a pas. Mais elle est plus ou moins dangereuse, et il est clair que la plus dangereuse est de très loin le charbon, qui tue par le grisou, par les accidents des mines, entre 1000 et 2000 personnes par an dans le monde. Vient ensuite le pétrole, vient ensuite le nucléaire, mais loin derrière. Pour les travailleurs du nucléaire, la réglementation limite la dose annuelle de radioactivité qu'ils peuvent recevoir, en bénéficiant d'un suivi médical régulier. Le principe de la radioprotection, c'est d'ailleurs une protection pour tout le monde. C'est-à-dire une parfaite connaissance de l'installation, de la centrale nucléaire, de savoir finalement là où il y a un risque d'irradiation ou là où il n'y en a pas. Et puis, par ailleurs, c'est également pouvoir réaliser des mesures en continu à l'aide de ce type d'appareil qu'on appelle des dosimètres, qui permet d'une part de savoir en continu quelle est la dose qu'il peut recevoir, et d'autre part d'avoir un autre appareil identique, mais cette fois-ci nominatif, et qui permet d'avoir un suivi non seulement continu, mais personnalisé, et cela tout au long de sa carrière. Sans les protections que les gens prennent, eh bien, ils prendraient effectivement des doses importantes, parce qu'ils sont toute l'année à proximité de sources de rayonnement qui sont extrêmement importantes. Donc ces précautions sont parfaitement normales. Elles montrent que c'est un sujet avec lequel il ne faut pas plaisanter. Il y a eu 2 grandes études épidémiologiques chez les travailleurs du nucléaire. Même pour ceux qui reçoivent les doses les plus importantes, ils font moins de cancer que la population générale. Mais ça peut être simplement dû au fait que quand on a un travail, on fait moins de maladies, que c'est qu'on est en bonne santé, quoi, a priori. Et donc il y a peut-être là un biais qui l'explique. En tout cas, c'est certainement une piste à creuser. C'est ce qu'on appelle l'effet du travailleur en bonne santé. C'est-à-dire que si j'ai un problème au niveau des reins, au niveau des poumons, que je me présente à l'entrée d'une installation nucléaire, on ne retiendra pas ma candidature. Parce qu'on craindra d'avoir un risque avec moi. Donc on trouve par exemple moins de cancers dans cette population-là que dans la population moyenne de la région où il se trouve. Mais c'est dû au fait qu'il y a eu un tri sélectif sur des critères de santé. Donc on fausse la donne un petit peu. La sécurité des travailleurs et celle des populations entourant les centrales s'est améliorée au fil des ans. C'est un fait. Mais fort des enseignements de Tchernobyl et Fukushima, est-il bien raisonnable de se lancer dans la construction de nouveaux réacteurs? On commence déjà à réfléchir, mais alors au plan international, pour dire quel est le nucléaire de la deuxième moitié du siècle, on va dire. Être capable d'utiliser l'uranium bien mieux que celui d'aujourd'hui. On rentrera, si on va dans cette direction-là, de plein pied dans la civilisation du plutonium. Donc on va au-devant de risques très importants. Le prototype de ce nucléaire du futur, l'EPR, est en cours de construction à Flamanville, dans la Manche, non loin de Cherbourg. Ce sera le plus gros réacteur du monde. Il pourrait remplacer un à un les réacteurs en service aujourd'hui. L'EPR est à la fois plus sûr, mais aussi plus dangereux. Le réacteur EPR est le premier réacteur qui a été conçu pour tirer les leçons de Tchernobyl. C'est le premier. Cet EPR qu'on construit,
Il a été conçu dans la fin des années 90-2000 et donc il prend dès la conception toutes les meilleures évolutions à la fois du retour d'expérience des centrales d'EDF et puis des meilleurs standards de sûreté. Les fonctions de sûreté du réacteur pour le refroidissement du réacteur sont quadruplées. Sur les réacteurs des générations précédentes, elles sont avec une simple redondance, c'est-à-dire doublées. Sur l'EPR, elles sont quadruplées. Et si finalement toutes ces lignes de défense sont échouées, à la fin, même en cas de fusion du cœur, tout reste à l'intérieur du bâtiment réacteur dans lequel on est, pour aucune conséquence sur les populations, et c'est ça l'essentiel. La théorie, c'est que l'EPR est un réacteur a priori beaucoup plus sûr que le précédent. 10 fois plus sûr, mais beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué, avec plein de redondances, de circuits complexes, etc. Autrement dit, il y a un compromis entre la complexité qu'on a rajoutée pour essayer d'être de plus en plus sûr, et le fait qu'il y a un moment où personne ne maîtrise plus cette complexité, personne n'y comprend plus rien. Je ne pense pas qu'on puisse parler de trop de sécurité. Je vous prends un exemple très concret sur l'EPR. L'EPR a été critiqué pour avoir des bâtiments diesel de secours qui sont en hauteur, qui sont imperméables et parasismiques. Bon. C'est 3 raisons, effectivement, de faire qu'ils soient plus chers. Mais prenez Fukushima. Si les diesels de secours avaient été en hauteur, imperméables et parasismiques, le refroidissement, il avait lieu. Et il n'y aurait jamais eu de Fukushima. L'EPR prend à la conception tous les risques, y compris les risques d'agression, qu'elles soient d'origine naturelle, comme le séisme ou l'inondation, ou humaine, comme la malveillance. Et c'est en particulier tout le système de double coque, dit coque avion, qui ferait que tous nos systèmes résisteraient à la chute d'un avion sur l'installation. L'EPR est un gigantesque chantier qui mobilise une foule de partenaires et de sous-traitants sous la responsabilité d'EDF et d'Areva. Ce futur réacteur, qui se veut de référence, est prévu pour fonctionner durant 60 ans. Le réacteur EPR, qui est en cours de construction à Flamanville, est le premier réacteur construit par EDF depuis plus de 20 ans en France. Donc il est évident que EDF a à réapprendre comment construire un réacteur, et nous-mêmes, nous l'avons sans doute à réapprendre la façon dont on contrôle un chantier de ce type. En effet, depuis la pose de la première pierre en 2009, les retards et les incidents se sont multipliés. L'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, a interrompu plusieurs fois le chantier. Ferraillage de renfort du réacteur insuffisant, manque de béton à certains endroits vitaux, voire même mauvaise qualité des matériaux. L'ASN a aussi pointé du doigt des problèmes liés au choix des entreprises pour ce chantier. À l'époque, on avait un chantier avec un promoteur qui était là et qui faisait de bout en bout ce chantier. Aujourd'hui, on a une espèce de cascade de sous-traitance dans lequel on a sur le chantier actuellement entre 14 et 18 nationalités, des gens qui ne savent pas forcément exactement ce qu'ils ont à faire, des problèmes de langage et puis des problèmes technologiques. Clairement, aujourd'hui, on voit bien qu'on a un problème de savoir-faire. Les entreprises du domaine du nucléaire en France sont allées beaucoup trop loin sur la sous-traitance et le premier risque pour nous, il est là et ça se comprend très bien. Bon, c'est certain que si vous vouliez avoir un grand chantier industriel, il faut commencer par avoir des bonnes conditions de travail pour les gens qui y participent. Résultat, la construction de l'EPR a pris 3 ans de retard et son coût a grimpé en flèche. Rappelons-nous, l'EPR, lorsqu'il est décidé, voté à l'Assemblée nationale, il est vendu pour 3 milliards, c'est ce que les députés ont pris comme décision, et aujourd'hui on est à 6,6 milliards et on va probablement passer allègrement les 7 milliards. La question économique se pose, de savoir si il faut poursuivre le projet EPR compte tenu des milliards qui y ont déjà été investis. Je ne pense pas qu'on puisse trancher cette question aujourd'hui, mais elle mérite d'être posée et de faire l'objet d'une évaluation indépendante avant de décider de démarrer le réacteur, parce qu'on sait qu'une fois qu'il est décidé et que du combustible a été chargé, c'est une installation nucléaire et le coût du démantèlement, quel que soit le fonctionnement du réacteur, devrait être supporté. Il faut le finir, mais sans mettre la pression sur les personnes qui y travaillent si on veut faire du bon travail. Il faut relâcher les taux et après, il faudra en tirer le retour d'expérience pour pouvoir avoir un modèle de réacteur qui sera optimisé pour être le candidat à renouveler le parc.
L'EPR n'est rien du tout. C'est un petit avatar dans le long chemin, je dirais, du nucléaire. C'est un petit avatar, pourquoi? Parce que c'est pas un réacteur nouveau, il est évolutif, c'est-à-dire qu'il a subi l'évolution positive des réacteurs actuels. Mais voilà. Par contre, ce qui se prépare, ce qui se trame dans les coulisses, c'est l'après. L'après où on va aller vers des pénuries d'uranium. Donc, c'est ce qu'on appelle la 4e génération. Cette 4e génération est en réalité la reprise améliorée de Superphénix, une filière abandonnée en 1997 car jugée trop coûteuse et non rentable. Le nouveau projet étudié par la France s'appelle Astrid. Il n'est encore que sur le papier et ne sera pas opérationnel avant 2030 ou 2040. Nous savons que les ressources naturelles pour produire de l'énergie, que ce soit les ressources en pétrole, en gaz, en charbon, mais aussi les ressources en uranium, sont en quantité limitée, on le sait. La France est un pays qui dispose de grandes réserves d'uranium appauvri, 250 000 tonnes. Les réacteurs de 4e génération peuvent aussi brûler et recycler le plutonium. Et de cette façon, si on convertit tout ça en énergie à l'intérieur de réacteurs comme Astrid, on en a pour plusieurs millénaires de production d'électricité. Mais le plutonium est l'élément le plus dangereux qu'on connaisse sur la Terre. Il a d'ailleurs été inventé par l'homme, il n'y en a pas dans la nature. Il est plus dangereux du point de vue radioactif, il est plus dangereux du point de vue de la chimie, et il est plus dangereux du point de vue de la prolifération. C'est avec ça qu'on fait des bombes. Actuellement, il y a 70 tonnes de plutonium à La Hague, et avec 5 kilos de ce plutonium qui n'est pas de la bonne qualité militaire, on fait quand même une bombe. Donc on va au-devant de risques très importants. C'est un vrai choix de société. La civilisation du plutonium, c'est un vrai choix de société qui mériterait qu'on ait au moins un débat. Sauf que le plutonium est déjà utilisé comme combustible, sous le nom de MOX, dans certains de nos réacteurs. C'est dans cette usine à Marcoule, dans le Gard, site historique du nucléaire français, qu'il est fabriqué par Areva, dans des conditions de sécurité extrêmes pour les travailleurs. La plupart des opérations de fabrication sont automatisées, donc faites à distance, depuis une salle de conduite comme celle-là. Les opérateurs ne sont pas en contact avec la matière dans les phases de poudre et de pastille. Elles le sont dans les phases finales où la matière est confinée dans les gaines ou dans l'assemblage lui-même. Et là, on peut effectivement toucher le combustible pour les phases de contrôle des crayons ou des assemblages. Le travail le plus dangereux se fait à travers 3 barrières de confinement, les unes derrière les autres, qui doivent éviter tout contact de la matière avec l'extérieur. C'est un système de poupée russe qui empêche toute dispersion de la moindre particule de plutonium. Si vous avalez un centième de microgramme de plutonium circulant dans toutes ces usines joyeusement, vous avez probablement un cancer. Donc ça donne une idée, si vous voulez, de la dangerosité de ce corps, qui est considéré comme le corps le plus dangereux qui existe, à part qu'il n'existait pas avant qu'on fasse les ouaves avec le nucléaire. C'est clair que l'uranium enrichi que l'on utilise dans les réacteurs produit suffisamment de produits toxiques pour ne pas en rajouter une couche en faisant un MOX, en mettant 7 à 8% de plutonium qui va lui aussi fabriquer des fils comme le curium, l'américium, qui vont augmenter la dose de produits toxiques dans le combustible lorsqu'il va être déchargé du réacteur. Le MOX coûte plus cher à fabriquer qu'un combustible normal, puisqu'on est obligé de faire sous boîte à gants ce qu'on fait en plein air dans l'autre cas. Mais en revanche, ce surcoût de fabrication est compensé par le fait que on n'a pas à acheter de l'uranium naturel et à payer des services d'enrichissement. Si bien que dans l'ensemble, entre l'uranium récupéré et réenrichi, le plutonium transformé en MOX, on peut économiser plus de 20% de combustible. C'est important, 20%. Même si un jour les progrès de la technologie nous permettent de recycler à l'infini une grande partie du combustible usagé, les installations nucléaires produiront toujours des déchets.
et il faudra bien les gérer. On a commencé à faire des réacteurs, on ne s'est pas posé la question des déchets. Ces problèmes de déchets, ces problèmes de démantèlement, ces problèmes de déchets du démantèlement sont devant nous aujourd'hui. Donc ils deviennent des problèmes majeurs. Il ne faut pas faire peser sur les générations futures la charge qui est issue des bénéfices que nous tirons aujourd'hui de l'énergie nucléaire. C'est à l'usine Areva de La Hague, dans la Manche, que convergent les combustibles usés des centrales nucléaires françaises et d'autres pays européens, ainsi que du Japon. Ici comme ailleurs autour des sites nucléaires, l'implantation de cette usine en 1966 a été une manne pour les communes avoisinantes. L'implantation du CEA à l'époque, l'usine de retraitement, UP1, a fait augmenter la population, évidemment. Donc effectivement, ça a été un boom, un des plus grands chantiers d'Europe pendant 15 ans. La population de 400 habitants est passée à une période donnée de l'ordre de 2400 habitants. Mais ça nous a apporté effectivement un confort sur le plan social, sur le plan sportif, sur le plan des emplois locaux, d'une façon très importante. 1200 tonnes de combustible usé arrivent chaque année à La Hague, où doit s'opérer la séparation des différents éléments radioactifs, principalement l'uranium et le plutonium. Nous recevons le combustible usé de nos clients, nous l'entreposons dans des piscines comme celle-ci pour préparer l'ordonnancement du recyclage et ensuite donc on opère une opération de découpe mécanique des éléments combustibles usés, de dissolution de ces éléments pour récupérer toute la matière qui est valorisable à l'intérieur et qui représente 96% de la matière usée. Le site est hautement stratégique, puisque c'est ici, dans ces piscines, que se trouve rassemblée la plus grande quantité de matière radioactive au monde. Ces piscines, elles sont hors sol, comme on dit. C'est-à-dire que ce n'est pas souterrain, c'est hors sol. Je vous parle ici de 130 réacteurs qui sont dans une même piscine. Et puis dans un vulgaire hangar. Et donc évidemment, il n'y a pas de protection, par exemple, de chute qu'il pourrait y avoir d'aéronefs, par exemple. Si quelqu'un veut se procurer un plan d'usine, nous-mêmes nous en avons, tout le monde en a, il suffit de regarder le rapport de sûreté de l'autorité de sûreté nucléaire. L'emplacement des piscines est parfaitement identifié et je peux vous assurer que ces piscines sont parfaitement vives, surtout lorsqu'on arrive des airs. On va intervenir prochainement auprès d'Areva et poser les questions dans ce domaine. Est-ce qu'il est prévu quelque chose vis-à-vis de la sûreté de couverture de ces piscines? Sur ce type de sujet qui concerne la malveillance et la protection physique des matières, il y a un certain nombre de choses que vous pouvez trouver qui sont accessibles au public, mais l'essentiel des études, de par la nature même des études, est classifié. Les scénarios de chute d'avion font partie des scénarios classiques envisagés sur l'établissement. Après avoir été cisaillés, vitrifiés et coulés dans des fûts en acier, tous les déchets ultimes non recyclés sont conservés dans des silos. Sous chaque cercle, dans cette salle, sont empilés 10 fûts de produits de fission hautement radioactifs. L'ensemble est ventilé en permanence car la température avoisine 300 degrés. Ces fûts ne pourront pas sortir d'ici avant une 60aine d'années. Pour recevoir les futurs combustibles usés de nos 58 réacteurs, 2 nouveaux silos sont en construction à La Hague. Les fûts s'accumuleront au fil des ans dans ces colonnes d'acier séparées les unes des autres pour permettre à la ventilation naturelle d'absorber la chaleur et d'accompagner la décroissance radioactive. À la fin des années 60, on ne prenait pas de telles précautions à La Hague. Les déchets de combustible irradiés, on s'en débarrassait sur place. Une commission d'enquête a considéré en 1996 qu'il n'y avait pas de risque. Des contrôles sont effectués régulièrement. Pourtant, certains affirment que le feu couvre sous la cendre. De 68 à 75, c'était la première fois au monde qu'on stockait des déchets radioactifs. Donc j'étais embauché comme ingénieur sécurité et technicien en protection pour stocker ces fameux déchets. Donc on stockait, je dirais, pas bêtement, mais on stockait avec les techniques de l'époque. Le gros problème, c'est qu'on a stocké la première tranche carrément sur le sol. Et sous le sol, vous avez une nappe phréatique. L'endroit admet quand même qu'il y a plus de 250 kg de plutonium. Le plutonium, c'est le plus terrible. Donc ce plutonium, il faut l'enlever. Parce que là, si le plutonium va dans la nappe phréatique, c'est terminé pour la région. Je ne suis pas anti-nucléaire, je ne suis pas pour, je ne suis pas contre. J'estime un travail bien fait. Et c'est moi qui les ai stockés, personnellement, tous, avec mon équipe. J'estime que j'ai mal travaillé
parce que c'était les techniques de l'époque. Aujourd'hui, en France, des milliers de tonnes de déchets provenant de nos centrales nucléaires traversent chaque année le pays en tous sens. Les combustibles usés voyagent entre leur site de production et La Hague. Les combustibles à retraiter vont de La Hague à Marcoule, puis retournent dans les centrales. Ce balai de transport nucléaire se fait à 80% par voie ferrée. Sans transport, il n'y a pas d'industrie nucléaire. Il faut vraiment être conscient de ça. Ces transports sont fondamentaux pour l'industrie nucléaire parce qu'ils concernent les combustibles neufs, on va dire le minerai, mais ils concernent aussi, surtout, les combustibles usés. Et aujourd'hui, on a 500 trains par an qui circulent en France de déchets nucléaires de diverses sortes. Et on va encore augmenter le nombre de trains par an, ce qui fait qu'évidemment, la population est concernée, puisque tous ces trains traversent des gares ouvertes aux voyageurs, stationnent dans des gares ouvertes aux voyageurs, stationnent dans des triages qui sont souvent à proximité d'habitations, voilà, et évidemment touchent de très très près les cheminots. Les assemblages de combustibles retraités qui sont dans ces wagons sont radioactifs et donc ils émettent un rayonnement vers l'extérieur. Ça c'est bien sûr tout à fait vrai, mais lorsque nous examinons les trajets de ces trains par exemple, bien sûr nous regardons quelles sont les expositions possibles vis-à-vis des personnels dans les gares de la SNCF, des voyageurs qui pourraient être dans des trains qui passent à côté, des riverains, et ces doses sont extrêmement faibles et très très en dessous des minima réglementaires. Donc il n'y a de notre point de vue pas de danger particulier à faire circuler ces transports. Ces wagons-là, qu'est-ce qui se passe? Ils sont effectivement percutés de côté, par exemple. Quel est leur seuil de résistance? Et surtout, si le wagon a un problème, qu'est-ce qui se passe? Si un accident se produisait, eh bien, l'IRSN serait immédiatement en mesure d'assister le préfet du département où l'accident aurait eu lieu pour les mesures de prévention vis-à-vis des populations d'environnement, du reste de la circulation routière. J'ajoute que bien que ces matières soient extrêmement sensibles pour certaines d'entre elles, l'ampleur d'un accident de transport n'aurait rien à voir avec l'ampleur possible d'un accident dans un réacteur nucléaire. En plus du combustible irradié, les installations nucléaires accumulent une quantité d'autres déchets de faible et moyenne intensité. Ils sont acheminés chaque jour par camion dans l'Aube sur un site géré par l'ANDRA, l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs. Les déchets stockés sur ce centre sont des déchets dits d'exploitation. Donc on va retrouver des vêtements qui ont été utilisés dans l'exploitation d'installations nucléaires, des outils par exemple, ou également des filtres ou des morceaux de pièces ou des pièces qui ont été remplacées sur ces installations. Et ça peut être des terres, des gravats, des morceaux de murs, des morceaux de ferraille, des poutres ou autres. Le site est conçu pour prendre en charge 1 million de mètres cubes de déchets sur une superficie de 95 hectares. Ils sont entreposés dans des bunkers en béton armé de 25 mètres de long sur 8 mètres de haut. Il est prévu que ces déchets restent ici à vie, puisqu'en fait la solution de stockage que nous proposons est une solution définitive. Simplement, nous avons, pour le site sur lequel nous nous trouvons, une phase d'exploitation de quelques décennies, autour de 70-80 ans, et à l'issue, une phase de surveillance qui ne pourra pas être inférieure à 300 ans. On considère qu'il faut 300 ans de surveillance pour obtenir une radioactivité qui sera au niveau de la radioactivité naturelle. Aujourd'hui, nous avons suffisamment de visibilité pour dire qu'on peut stocker les déchets pendant plusieurs dizaines d'années, et donc qu'on a les moyens de garantir la protection de l'homme et de l'environnement vis-à-vis de ces déchets. Est-ce que la solution est vraiment de les mettre à un seul endroit? Est-ce que finalement ce n'est pas mieux de les laisser sur les sites, puisque de toute façon ces sites sont déjà là, sont déjà pollués, appartiennent déjà à EDF. Toujours est-il que oui, ça va être compliqué et très clairement c'est un fardeau qu'on laisse à nos enfants, à nos petits-enfants. La partie la plus préoccupante de ce fardeau, ce sont bien sûr les 6000 tonnes de déchets de haute activité issus des réacteurs. Que faire de ces déchets dont la durée de radioactivité et de chaleur se mesure en millions d'années?
Un laboratoire de recherche a été installé à Bure, dans une région isolée entre la Meuse et la Haute-Marne. La France privilégie en effet l'enfouissement à grande profondeur, alors que d'autres pays préfèrent la conservation en surface. Ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment la couche d'argile qui doit faire office de barrière. Ici, à plus de 400 mètres sous terre, on étudie les propriétés d'une couche géologique profonde, capable d'accueillir des déchets qui y resteront pour l'éternité. C'est un site qui possède de bonnes propriétés pour être creusé et dans lequel on demande à la roche d'être capable d'évacuer la chaleur qui est produite par les colis de haute activité. Donc on veille à bien séparer les alvéoles de stockage pour respecter des limites de température que l'on se fixe, mais l'évacuation de la chaleur se fait de manière totalement passive, sans avoir besoin de l'intervention de l'homme. Les déchets vitrifiés en soi ne dégagent pas une chaleur considérable en tant que telle, mais si vous leur mettez 10 pulls, vous êtes entouré de pulls de laine, la chaleur ne s'évacue pas, et c'est là que ça devient chaud. Et c'est exactement ce qui va se passer dans l'argilite. Parce que l'argilite est une roche qui évacue très très mal la chaleur. L'intérêt du site dans l'argile que nous étudions ici, c'est que l'eau circule extrêmement lentement dans cette couche d'argile. Et les calculs que nous avons réalisés montrent qu'il faut plusieurs centaines de milliers d'années pour que les éléments radioactifs les plus mobiles puissent sortir de notre couche d'argile. C'est-à-dire que le site offre d'excellentes garanties vis-à-vis de la sûreté à très long terme pour le stockage des déchets radioactifs. Elle va circuler, l'eau est partout et il risque fort d'y avoir des pollutions et des événements très graves. La radioactivité, elle ne va pas attendre sagement les bras croisés pendant des milliers et des milliers d'années, simplement parce que l'ANDRA l'a écrit sur ses rapports. Aujourd'hui, la loi a retenu l'idée d'un stockage réversible, c'est-à-dire que pendant au moins 100 ans, si on voulait changer d'avis sur la modalité de gestion de ces déchets, on est capable de les reprendre pour envisager un autre stockage ou une valorisation. Nous laissons à nos enfants et à nos petits-enfants, en gros pendant 100 ans, la possibilité de faire des choix, sans pour autant leur imposer la charge de gérer un déchet dangereux à la porte de chez eux. Actuellement, si vous voulez, l'ANDRA fait un discours de communication sur le fait que Bure, ou l'analogue de Bure, pourrait être un stockage réversible. C'est pas sérieux. On commence pas par faire un trou à 600 mètres de profondeur avec des excavations compliquées pour aller mettre des colis tout au fond en disant qu'on va les ressortir. Ça n'est pas sérieux. Je n'y crois pas d'un instant. Je pense que c'est de la communication. Ce laboratoire de Bure n'est pas destiné à recevoir des déchets radioactifs. La décision de creuser le vrai centre de stockage, ailleurs, mais dans la même zone, doit être prise en 2015 après un débat public. Le gouvernement, s'il estime que le stockage peut être autorisé, alors l'ANDRA construira le stockage et en visant une mise en service en 2025. Ensuite, il faudra prévoir une centaine d'années d'exploitation pour être capable de prendre en charge tous les déchets produits par le parc nucléaire français depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, mais aussi les déchets futurs du parc actuel. On a fait miroiter que ce serait un centre scientifique, que ça attirerait beaucoup de monde, et c'était une idée très positive. C'est très très positif comme idée la science. Et puis la deuxième chose surtout, c'est qu'il y a énormément d'argent qui est distribué. De plus en plus, les présidents de conseils généraux en réclament toujours davantage, alors qu'en fait il n'y a aucune nuisance, puisqu'il n'y a pas du tout de déchets nucléaires aujourd'hui en 2012 à Bure. Mais c'est une façon d'anesthésier durablement les consciences des élus locaux. En matière de déchets, une difficulté majeure attend les exploitants du parc nucléaire français. Le démantèlement des réacteurs et des installations en fin de production. Le gros problème de toutes ces centrales actuelles, c'est qu'elles n'ont pas été conçues pour être démantelées. C'est pas si évident que ça de se dire est-ce que je découpe la cuve sur place ou bien est-ce que je la découpe pas, parce qu'elle est très radioactive.
Je pense que démanteler une centrale, il n'y a pas de problème technique. Il y aura des robots qui seront utilisés pour les éléments les plus irradiés et ainsi de suite. Après, il y a la question de le faire en combien de temps. Moi, je pense que démanteler une centrale nucléaire, il faut prendre le temps pour le faire. Il faudra que les gens soient bien formés. Au passage, d'ailleurs, ça demande beaucoup moins de gens pour démanteler une centrale que pour l'exploiter, et ce ne sont pas les mêmes formations. Donc, on ne remplacera pas l'un par l'autre. Ce qui est problématique, si vous voulez, c'est pas tellement démanteler en prenant son temps. Ça, on sait faire. Mais qu'est-ce qu'on fait des déchets du démantèlement? Eh bien, aujourd'hui, pour beaucoup de ces déchets, il n'y a pas de filière. Donc, il faut prendre son temps. Attendons qu'on ait les filières d'élimination pour ces déchets. Travaillons à ça. Et ça coûte très cher. Le coût, c'est l'autre incertitude qui pèse sur le démantèlement des centrales. EDF et Areva ont mis de côté une vingtaine de milliards d'euros. Est-ce suffisant? Ne reportons-nous pas, là encore, sur les générations futures, une addition que nous ne voulons pas honorer aujourd'hui? Les risques du nucléaire sont disproportionnés par rapport à l'usage qu'on lui demande. Et donc, effectivement, je pense qu'il faut soit ne pas l'utiliser, soit, quand on l'utilise, comme nous, en sortir. On peut être favorable au nucléaire et en même temps souhaiter qu'il y en ait moins. Depuis Fukushima, le débat qui intéressait jusque-là modérément la société française a pris une toute autre ampleur. Ce qui s'est passé en mars 2011 au Japon, grande puissance industrielle, apporte la preuve qu'aucun pays n'est à l'abri d'un drame nucléaire majeur. Nous, autorités de sûreté nucléaire, nous avons toujours dit qu'un accident grave était possible en France. C'est la confirmation, ce qui est survenu au Japon, du fait qu'un accident grave est toujours possible. Quel que soit le niveau de développement social ou économique d'un État, à partir du moment où on entre dans une crise nucléaire de cette ampleur, ça devient ingérable. Donc si Fukushima a bien montré quelque chose, c'est que le nucléaire sûr n'existe pas. Et je pense que ça, les Français l'ont bien compris. On sent vraiment une vraie transformation en profondeur sur le terrain, notamment du côté des élus locaux. Ils n'avaient jamais pris conscience que le fait que leur ville soit située à 30 km d'une centrale nucléaire ne signifie pas qu'ils étaient à l'abri. Et c'est vraiment ce changement sur le terrain qui, selon nous, va entraîner la mort du nucléaire en France. Quelle que soit la place future du nucléaire en France, il nous faut intégrer le fait que l'ère de l'énergie bon marché est bel et bien terminée. Pour limiter la facture, il existe une solution simple. Je crois que la principale révolution, c'est l'efficacité énergétique, les économies d'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde a compris que l'énergie, c'est un produit cher, c'est un produit qu'il faut économiser, ne serait-ce que pour des raisons environnementales. L'intérêt du consommateur final, c'est de se rendre compte qu'il doit à la fois modifier son comportement et choisir des équipements, je dirais, de plus en plus performants. Et là, le potentiel est énorme. Il faut imaginer qu'on a tout autour de nous tout un champ, un continent en quelque sorte d'économie d'énergie. Quand on les regarde avec un œil un petit peu technique, quand on a l'habitude, on s'aperçoit que par rapport à notre consommation d'aujourd'hui, ce gisement représente plus de 50%, presque pratiquement 60% et un peu plus de la consommation d'aujourd'hui. C'est l'avenir de nos sociétés industrialisées qui est en jeu. Il est lié aussi à un autre impératif, la diminution de nos rejets de CO2 dans l'atmosphère. Dans ce domaine, le nucléaire a des atouts, mais il n'est pas le seul. Les panneaux photovoltaïques et les éoliennes arrivent en tête sur le marché naissant des énergies renouvelables. Viennent ensuite les barrages hydrauliques et la biomasse. Les énergies renouvelables, l'éolien, le photovoltaïque ou la biomasse, ont déjà leur place aujourd'hui, puisqu'ils contribuent aujourd'hui à cet équilibre production-consommation en France. Demain, s'ils sont appelés encore à se développer, eh bien nous les intégrerons, comme nous le faisons depuis plusieurs années, dans le système électrique. Tous les scénarios élaborés par l'Agence internationale de l'énergie, enfin par toutes les grandes institutions, montrent que dans la seconde moitié de ce siècle, plus de la moitié de nos énergies seront fournies par ces énergies renouvelables. Ces énergies prennent d'ailleurs petit à petit leur place dans le grand marché de l'électricité en Europe. Car la France est interconnectée avec ses voisins à travers 46 liaisons transfrontalières. Ces liaisons transfrontalières contribuent à l'utilisation du mix énergétique européen, puisque vous avez des pays
la France avec une dominante nucléaire, vous avez des pays avec des dominantes énergies renouvelables, et qu'en fonction de la disponibilité des moyens de production, eh bien, ça va créer soit des imports, soit des exports d'électricité. La France, en Europe, est le pays qui dispose de toutes les énergies renouvelables, et en quantité. Sur les 6 grands types d'énergies renouvelables, solaire, le vent, la géothermie, la biomasse, etc., l'énergie marine, on a toutes ces énergies en abondance. Et on est presque le pays d'Europe qui l'utilise le moins bien. Donc, on se dit, utilisons, comptons sur notre propre ressource et utilisons au mieux l'ensemble de ces énergies qui sont à nos dispositions. Le vent et le soleil sont des sources d'énergie inépuisables, mais ils ne sont pas fiables. Il n'y a pas toujours de vent, il n'y a pas toujours de soleil, surtout en Europe. La réponse, c'est la combinaison des énergies renouvelables entre elles. Et ça commence à se faire d'ailleurs, c'est de dire pour suivre une demande, il faut combiner des énergies variables, mais qu'on peut prévoir, c'est-à-dire l'éolien et le photovoltaïque, avec des énergies renouvelables non variables, qui sont l'hydraulique, la biomasse, dont le biogaz par exemple, qui elles fonctionnent comme des centrales normales. La solution serait d'emmagasiner l'électricité produite par le vent et le soleil lorsqu'ils sont abondants, de la mettre en conserve, puis de la basculer sur le réseau lorsque vent et soleil ne sont pas au rendez-vous. Il est clair que le vent et le soleil contiennent des quantités d'énergie 100 fois, 1000 fois supérieures à ce dont nous avons besoin. Il faut juste savoir utiliser cette énergie d'une façon ingénieuse, à moindre coût, et surtout la stocker. Mais stocker l'énergie pendant plusieurs mois, ce n'est pas encore possible. L'entreprise qui invente, qui développe une technologie permettant de stocker l'électricité, de transformer une électricité intermittente en système continu, ça, c'est le jackpot. En Europe, l'Allemagne possède le parc éolien et photovoltaïque le plus développé. Les opérateurs privés se sont multipliés, comme cette société installée en ex-Allemagne de l'Est. Il y a eu des milliers de personnes comme nous qui se sont lancées, qui étaient enthousiastes. Elles se sont dit, allez, on y va. C'est comme ça que nous avons aujourd'hui 27 000 mégawatts d'énergie photovoltaïque, ce qui est gigantesque. C'est pour ça aussi que nous avons maintenant plus de 30 000 mégawatts d'énergie éolienne. Nous pouvons à partir d'ici livrer de l'électricité dans le circuit public. Nous pouvons même fournir de l'électricité directement dans le réseau électrique européen. Elle part vers Berlin et les grandes villes. D'ici, nous agissons comme le font toutes les autres centrales électriques. Fort de ce développement, l'Allemagne sert de référence pour mesurer à l'échelle d'un grand pays avantages et inconvénients des nouvelles filières. Premier constat, éoliennes et panneaux solaires prennent beaucoup de place dans les paysages. L'Allemagne est un pays peuplé d'une façon très dense. Donc, nous avons déjà aujourd'hui dans beaucoup de domaines des conflits de proximité. C'est-à-dire que les habitants s'opposent à la construction de centrales éoliennes. Ils ne veulent pas que le paysage soit envahi par les éoliennes. Le soleil n'envoie pas de facture, le vent non plus. Mais les installations ont un coût très élevé, 1 million d'euros pour une éolienne d'1 mégawatt. Ce développement ultra rapide en Allemagne n'aurait pu se faire sans l'aide des pouvoirs publics. L'État a garanti aux exploitants l'achat de toute leur électricité à un prix minimum pendant 10 ans. Sans la loi sur les énergies renouvelables, il n'y aurait jamais eu ce boom dans le secteur. Les fabricants d'éoliennes et de modules photovoltaïques ont profité de cette sécurité, car ils savaient que leurs produits allaient se vendre. Et c'est ce qui a permis à toute une industrie de se développer autour de ça. Le gouvernement allemand a délibérément créé des conditions artificielles pour que ce solaire se développe, c'est-à-dire un tarif de rachat d'électricité beaucoup plus élevé que le tarif commercial. Ça coûte des dizaines de milliards à l'économie allemande, cette histoire. Et alors l'idée était que au moins ça allait contribuer à créer une industrie allemande des panneaux photovoltaïques.
Malheureusement, c'est pas exactement ce qui se passe parce que l'essentiel des panneaux photovoltaïques aujourd'hui sont produits en Chine où ils sont beaucoup moins chers que ceux qui sont produits en Allemagne. Un autre handicap ralentit le développement des industries éoliennes et photovoltaïques en Allemagne, le transport de l'électricité. Dans le nord du pays, il y a une forte concentration d'éoliennes. Par contre, dans cette région, la demande énergétique n'est pas très élevée. Elle se situe surtout dans le sud. Nous avons calculé qu'il nous fallait environ 4500 km de lignes à haute tension pour transférer le courant. Toutes les usines sont dans le sud de l'Allemagne et c'est pour cela que le transport énergétique est une nécessité absolue. La population va-t-elle accepter ces milliers de kilomètres de lignes à haute tension traversant le pays de part en part, qui sont une plaie pour l'environnement? L'environnement est aussi mis à mal par l'exploitation des mines de lignite. Pour pallier l'arrêt du nucléaire, les Allemands ont en effet intensifié la production d'électricité de leurs centrales à charbon. Le lignite est un sous-charbon proche de la tourbe, peu calorifique, gorgé d'eau et très nocif en matière de gaz à effet de serre et de CO2. Je pense que l'avenir du lignite se présente bien car avec le développement des énergies renouvelables, il faut également avoir des centrales de rechange pour pouvoir rééquilibrer les fluctuations de l'alimentation électrique, l'adapter aux besoins. Les centrales à charbon, spécialement les centrales à lignite comme celle-ci, ont un rôle à jouer. En France, on produit actuellement environ 6 tonnes de CO2 par habitant, y compris les voitures, etc. Et les Allemands sont à 10, essentiellement parce que les Allemands utilisent des centrales à charbon pour faire leur électricité. Donc voilà, si on veut faire comme les Allemands, on peut sortir du nucléaire, mais on aura aussi de l'électricité produite par des centrales à charbon, des centrales à gaz, c'est-à-dire que notre production de CO2 par tête augmentera. Vous aurez remarqué que depuis 2 ans, plus personne ne parle d'effet de serre. Tout le monde s'en fout complètement. Il n'y a qu'un endroit où on parle de l'effet de serre, c'est pour défendre le nucléaire. Alors c'est vrai que le nucléaire ne fait pas beaucoup de CO2. Cela dit, on gonfle un peu la situation en faisant semblant de nous faire croire que si on n'avait pas le nucléaire, on n'aurait que des centrales à charbon. Donc en fait, c'est moins brillant que ce que disent les défenseurs du nucléaire. Si on veut répondre aux besoins sans émettre de CO2, aujourd'hui, l'énergie nucléaire doit faire partie du mix énergétique. Ça ne veut pas dire que dans 30 ans ou dans 40 ans, si on trouve d'autres choses, il en fera toujours partie. Quand on voit que la Chine, elle connecte sur le réseau une centrale à charbon par semaine, on imagine en termes de pollution, s'ils ne décidaient pas de faire des centrales nucléaires à côté, que ça serait complètement dramatique. Réussir la transition énergétique, c'est le défi qui nous attend, nous aussi en France, en fixant à sa juste place le curseur du nucléaire. Pour certains, c'est un fardeau dont il faut se débarrasser au plus vite, pour d'autres, une filière d'avenir. Le débat public est ouvert. Nous sommes français, donc nous aimons le jardin à la française. Il faut qu'il y ait des allées très rectilignes avec une solution unique. Alors vous avez pro-nucléaire, vous avez pro-renouvelable. Non, il va falloir intelligemment faire un mélange des deux, trouver des façons de stocker différentes. C'est l'intelligence à l'œuvre. Le débat sur la sortie du nucléaire, c'est un débat très simple. Vous voulez garder le nucléaire, vous prenez un risque. Vous voulez sortir du nucléaire, vous prenez un risque. Choisissez entre les 2 risques et pourquoi. Voilà le vrai débat. Je pense qu'il n'y a pas de choix, que nous avons encore beaucoup besoin du nucléaire. Je n'ai aucun plaisir jouisseur à dire ça. C'est parce que j'ai peur de la régression, de la disparition de croissance si on n'a plus assez d'énergie. Quels que soient les scénarios à venir, celui d'une transition énergétique ou celui d'une prolongation, etc., cet héritage, il est là. Et il faudra le gérer.